Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences. Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Guillaume. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Avec grand plaisir. Ouais. C'est Maxime Gaspard qui m'a soufflé ton nom. Je crois que c'était sur Instagram avec qui on discutait et qui m'a soufflé ton nom et que ce serait intéressant. Donc je le remercie pour le tuyau et pour l'idée et je suis content de t'avoir. Écoute, moi en tout cas c'est avec grand plaisir. Effectivement, Maxime m'a demandé si j'acceptais de partager un peu l'expérience de Clairefontaine et de l'équipe de France et au contraire, je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. Top, super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance? De la performance. C'est marrant parce que tu vois, je trouve que finalement la performance et performance c'est déjà 2 choses qui sont vraiment différentes. Ouais. Je trouve que dans la notion de la performance, elle a besoin d'être quantifiée. C'est comme si on avait besoin que ce soit un résultat chiffré, un chronomètre, un score de match, quelque chose comme ça. J'aurais la sensation que c'est quelque chose de quantitatif qui va généralement peut-être au-delà des performances régulières que l'athlète peut faire, alors que être performant a une routine, a quelque chose de plus routinier pour moi. Et c'est peut-être dans être performant qu'on a plus de subjectivité. Alors que la performance, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on a besoin de quantifier quoi qu'il arrive. Ouais. Top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, où tu as fait tes études? Alors, en fait, moi, j'ai fait mes études en France. Donc, j'ai d'abord passé à l'époque, ça remonte pas si longtemps que ça, mais il y avait les concours d'entrée à l'école. Donc, j'ai fait mes études à Paris, à l'école d'Assas. Du coup, je suis diplômé en 2009. Et suite à mon diplôme, j'ai commencé une activité libérale. J'avais déjà envie de travailler dans le milieu du sport, mais je savais que il fallait faire des formations quoi qu'il arrive, parce que malgré tout, il faut le dire, tu sors du diplôme, t'es pas très bon, tu connais pas mal de petites choses à droite à gauche, mais t'es pas très bon, tu manques cruellement d'expérience parce qu'on fait peu de stages. Et du coup, je me suis orienté directement dans le libéral pour pouvoir simplement gagner de l'argent et payer des formations. Ouais. Et après ça, alors quelle formation tu as fait? Du coup, j'étais diplômé en 2009. Et puis suite à ça, j'ai fait la première formation avec Kinesport. Ça devait être sur les toutes premières formations. Ouais. Que je trouvais plutôt intéressant dans la mesure où je trouvais que c'était un petit peu comme une espèce de commode avec plusieurs tiroirs. Ça te permettait d'avoir une vision un peu globale des choses. Et suite à ça, je voulais quelque chose d'un petit peu plus diplômant entre guillemets. Donc j'ai fait le DU de kiné du sport à Lille. Ouais. Et puis après le DU de kiné du sport à Lille, j'ai enchaîné sur pas mal de petites formations de courte durée, donc que ce soit de la thérapie manuelle, que ce soit du strapping, du K-taping, des ventouses, voilà. En fait, j'ai essayé vraiment de faire tout ce qui pourrait me servir plus tard à travailler dans le milieu du sport. Et puis globalement, j'ai réussi à faire tout ça pendant que j'étais en activité libérale, où j'avais finalement pas énormément de sportifs. Je m'occupais pas mal de cavaliers, cavaliers qui étaient déjà de haut niveau, qui sont déjà des athlètes de haut niveau, mais avec des profils, comment on va dire, des profils un peu plus particuliers dans la mesure où, quoi qu'il arrive, eux, ils doivent monter à cheval. Donc c'était une gestion déjà un peu particulière.
par rapport à ces athlètes-là. Et puis tout simplement, j'ai envie de dire prise de conscience sur un moment où j'ai un footballeur d'un club amateur qui vient avec une échographie. Ça, c'est une petite anecdote, mais je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il vient avec une échographie et puis il y avait écrit lésion du pectiné. Et là, je crois que je suis à 3 ou 4 ans de la fin de mon école, et je me dis pectiné, ah ouais, bon, c'est où globalement, je le sais, mais de là à l'identifier, le palper, et c'est un truc qui m'a marqué, et je me suis rendu compte que dans le libéral, j'arrivais pas je me sentais noyé en fait. J'arrivais pas vraiment à faire ce que je voulais faire. Donc c'est à partir de ce moment où j'ai décidé clairement de changer de voie. Du coup, alors comment, après en partant du libéral, comment tu as atterri à la Fédération française de football? En fait, je travaillais en libéral pas très loin de Clairefontaine. Et on voyait passer régulièrement les annonces. Je travaillais quand même déjà indirectement avec le docteur Maillet et le docteur Tamalet, qui sont les médecins rééducateurs et athlétiseurs à Clairefontaine. Donc du coup, je voyais les annonces passer, mais très clairement, je correspondais pas au profil qu'ils recherchaient, parce qu'à l'époque, ils recherchaient quelqu'un qui sait maîtriser l'isocinétisme, qui avait 35 ans et une expérience dans un club de foot. Donc autant dire que j'avais aucun des trois. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais postuler quand même. Je les ai appelés, ils m'ont dit clairement que j'avais pas le poste. En même temps, ça c'était, j'avais pas le poste, pas le profil, pardon, mais ça c'était écrit, donc je le savais. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais écrire une lettre de motivation pour leur dire que j'avais peut-être d'autres choses à apporter, que j'étais pas loin, parce que c'est vrai que Clairefontaine, l'air de rien, il y a d'autres kinés qui venaient, mais c'est pas perdu, mais c'est quand même dans le fin fond des Yvelines. Et puis franchement, je pense que j'ai envoyé CV, lettre de motivation tous les mois pendant 3 mois. Et puis à un moment, ils ont craqué. Ils ont accepté de me rencontrer. C'est un parcours du combattant quand même quand tu rentres à la fédération, parce que malgré tout, la fédération, c'est plus de 350 salariés. Donc tu as toute la hiérarchie, donc tu vas passer par le directeur administratif général, ensuite tu vas voir les RH, ensuite tu vois le DRH, ensuite tu vois les responsables du site de Clairefontaine avec lesquels tu vas travailler. Franchement, un bon parcours de combattant, t'es bien mis sous pression. C'est pas des rendez-vous que j'ai en bon souvenir, en tout cas, parce que tu sens que tu vas rentrer dans une institution et que dès les premiers rendez-vous, on veut te tester. Alors peut-être qu'en plus, j'avais pas le profil, donc ils voulaient peut-être me tester un petit peu plus. Et puis finalement, je suis arrivé jusqu'au bureau du docteur Maillet, qui est le directeur du centre médical de Clairefontaine. Et il me rappellerai toujours, lui, il m'a dit, il y a bien un truc qu'on te doit, c'est t'es obstiné et t'as de l'abnégation. Donc je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que quand je veux quelque chose, j'essaye au moins d'aller au bout et de me donner les chances de l'avoir, de tester. Et puis les rendez-vous se sont très bien passés. Et puis suite à ça, ils m'ont donné ma chance. Et puis j'avais une période d'essai de 3 mois. Et puis voilà, j'y suis encore. Donc c'est que la période a fonctionné. Donc c'était, malgré tout, c'est vrai que pour pouvoir rentrer, j'ai été faire des formations sur ISO. En fait, à l'époque, ça existait pas. Donc je me suis dépatouillé à appeler Medimex à Lyon, à demander si je pouvais venir les voir pour essayer d'apprendre rapidement 2-3 jours. Ils ont accepté, et ça, je les remercierai toujours, parce que je pense que c'est un des petits trucs qui m'a permis d'apporter quelque chose de plus à mon CV à ce moment-là. Et puis après, j'avais quand même des collègues sur place au moment où je suis arrivé, donc ils m'ont aussi aidé à me former pour que je sois opérationnel le plus rapidement possible. Et puis bah voilà, maintenant on est en 2022 et j'y suis encore, donc c'est que ça a marché. C'est génial. Et alors donc là, c'est l'entrée à la 3F, et après, comment tu passes avec l'équipe de France? Moi, je pense que mon parcours professionnel, il est toujours assez chaotique, mais dans le bon sens du terme, parce que l'équipe de France, finalement, c'est un petit peu pareil. Faut savoir que donc moi, je suis arrivé à la fédération en 2013, et en 2013 jusqu'en 2016, en fait, le médecin fédéral qui gérait la fédération de football,
ils souhaitaient pas vraiment que les kinés salariés du centre médical de Clairefontaine aillent en sélection. Parce que tout simplement, ça voulait dire que tu faisais partir des kinés du centre médical pour aller en sélection et que tu manquais de personnel. Oui. Quelque part, nous, on nourrissait toujours une frustration avec ma collègue Hélène Ferchaud, avec qui j'ai travaillé. On a travaillé à deux pendant pas mal de temps. Et puis, finalement, en 2016, quelques semaines après la finale perdue face au Portugal, je sais que les clubs de foot ont commencé à un peu moins aimer que les kinés soient en club et en sélection. Donc à l'époque, il y a des places qui se sont libérées, on va dire, de façon prématurée et très proche d'un rassemblement. Ce qui fait que, en gros, le médecin de Clairefontaine, Doc Maillet, m'a appelé quoi? Ça devait être 4 jours avant le rassemblement de l'équipe de France pour me demander si je voulais bien les rejoindre parce qu'il manquait un kiné. Évidemment, j'allais pas dire non, mais c'était un moment très stressant pour moi parce que j'avais pas forcément fait de sélection jeune avant. Donc commencer directement par Léa, voilà, c'était quelque chose d'énorme. Après, je sais que, et je le remercierai toujours, mais que j'étais chaleureusement recommandé par Franck Raviot, qui était l'entraîneur des gardiens et qui officie aussi sur Clairefontaine avec les jeunes du centre de formation. Et que j'avais pu avoir en soins, où j'ai pu échanger avec lui sur des jeunes gardiens que j'ai pu avoir en rééducation. Donc je pense en partie aussi que c'est grâce à lui qui a recommandé mes compétences que j'ai pu faire ce remplacement-là. Et à la base, en fait, c'est simplement un remplacement, le temps qu'il cherche un kiné. Et puis finalement, j'ai fait septembre, j'ai fait octobre, j'ai fait novembre. Et puis on a nos entretiens annuels avec le sélectionneur en janvier la plupart du temps. Et puis c'est là que j'ai été confirmé au poste en tant que kiné équipe de France et surtout confirmé pour participer à la Coupe du Monde qui approchait à vive allure. Ah, c'est génial. C'est énorme. Mais alors justement, pour revenir sur l'équipe de France, vous êtes combien de kinés? Tu vois, le ratio entre kiné, prépa physique, combien vous êtes et qui fait quoi? Alors globalement en équipe de France, il y a 4 kinés et il y a un ostéopathe et ça on va dire avec le médecin, c'est ce qui va constituer le staff médical, même si j'aime pas forcément dire ça parce que c'est vrai qu'en sélection staff médical et staff technique sont malgré tout séparés. Et le préparateur physique d'ailleurs est dans le staff technique. Donc globalement en équipe de France, c'est vrai je dirais que c'est un petit peu plus les kinés qui ont la main sur la réathlétisation. Et on va dire que le préparateur physique reste avec l'ensemble du groupe prêt à jouer, en tout cas l'ensemble des titulaires. S'il y a des entraînements à part, parce qu'on est sur des fins de réathlétisation avec les joueurs, on va commencer à faire des séances en binôme avec le préparateur physique, mais c'est un fonctionnement quand même différent de ce que je connais moi au quotidien à Clairefontaine, ce qui fait que sur l'équipe des 4 kinés, on a aussi chacun une sensibilité par rapport à un domaine. Et très clairement, je pense que moi je suis affecté au domaine de la rééducation parce que ça fait suite à mon activité quotidienne à Clairefontaine. Donc on va dire que je suis sur la rééducation et début de réathlétisation. Après, il y a Christophe Geoffroy qui est plus axé, je dirais, sur la réathlétisation, plus axé sur les routines d'échauffement. Puis Alexandre Germain qui lui aussi est, je dirais, un petit peu plus rééducation, réathlétisation. Et puis le 4e, enfin, c'est Denis Morcel qui lui est, je dirais, davantage dans les soins quotidiens. Donc rééducation aussi évidemment, ça reste notre cœur de métier. Mais davantage après dans les soins quotidiens et un peu moins réathlétisation. Ah, c'est énorme de se répartir comme ça. Et vous avez qu'un seul prépa physique? On n'a qu'un seul préparateur physique et comme je te disais, il est plutôt relié au staff technique. Et c'est vrai qu'on arrive à travailler en binôme, mais finalement
quand tu vas en sélection, le temps quotidien est très court et finalement il peut pas se diviser non plus entre le groupe qui part à l'entraînement. Donc ça veut dire que dès que tu as un joueur qui va être sur un entraînement individuel, c'est quand même souvent un des kinés un peu plus spécialisé réathlétisation qui va l'accompagner. Ouais. Et puis on va glisser gentiment avec le préparateur physique sur une séance ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc après, je pense aussi que c'est lié au fait que quand tu as un groupe en équipe de France, le groupe est censé être sain. En tout cas, il n'est pas censé y avoir de blessés. Ouais. Donc ce fonctionnement-là, où on va plus sur la réathlétisation, il est surtout vrai quand on rentre dans des phases de compétition type Coupe d'Europe, et notamment dans les phases de préparation, parce que encore une fois, quand on rentre sur la compétition officielle, on n'emmène pas de blessés évidemment. Donc si on en a un qui est blessé entre guillemets, c'est qu'il est en fin de phase de réathlétisation et qu'on a préparé pendant les semaines de préparation en amont. Ouais, c'est top. Et alors justement, ton rôle ou le rôle d'un kiné avant le match, c'est quoi? Alors j'ai envie de te parler plus qu'avant le match, parce qu'en fait un kiné en sélection, finalement sa part de kinésithérapie, elle est importante, mais c'est quasiment la moins stressante, parce qu'un kiné en sélection, il faut que ça organise la sélection en amont. Donc il y a beaucoup de précommandes, de commandes de matériel, beaucoup d'organisation, préparation des malles. Donc les malles, c'est ce qui va nous suivre, c'est préparation des tables, préparation des lieux dans lesquels tu vas, donc que ce soit les hôtels, que ce soit les stades de match. Typiquement, là, tu vois, en ce moment, je suis en pleine préparation sur la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est énormément de boulot de préparation de maintenance, de logistique, de savoir comment ça va être transporté. Bon, ça c'est vraiment la phase cachée d'un kiné en sélection, mais je te dirais que c'est presque la phase la plus stressante, parce que t'as pas le droit à l'erreur. Bon, évidemment dans la rééducation non plus, mais là en termes de matériel, de logistique, de calendrier, c'est quelque chose d'énorme. Il y a beaucoup de contraintes par rapport au pays, aux douanes, etc. Ouais. Bon, voilà, ça c'est la phase un peu cachée. Après, notre rôle avant match, souvent on fonctionne par binôme en équipe de France. Donc tu as toujours un binôme qui reste à l'hôtel avec les joueurs qui auraient peut-être besoin de soins de dernière minute, et tu as un binôme qui s'en va au stade et qui là va du coup préparer le vestiaire. Donc j'entends par là, ça va être la préparation des straps en amont, parce qu'on a quand même, on va dire, à peu près 35 minutes entre le moment où les joueurs arrivent et le moment où ils vont partir sur l'échauffement sur terrain. Donc sur ces 35 minutes, on a obligatoirement les 11 titulaires à voir. Ouais. Obligatoirement. S'ils le souhaitent, encore une fois, ils font pas tous forcément des soins d'avant-match. Ouais. Et puis après, malgré tout, tu as les autres, les remplaçants qu'il faut aussi checker. Donc ça veut dire qu'un kiné avant-match, il va arriver au vestiaire, il met en place la nutrition, il va préparer l'hydratation. Il y a beaucoup de préparation d'avant-match, parce que tu n'auras pas le temps de la faire clairement après. Et puis ensuite, une fois que les joueurs arrivent, c'est de la préparation musculaire. Ça peut être des consignes d'échauffement actives dans la salle d'échauffement. Même si globalement on est vraiment localisé sur la table, on va faire tout ce qui est strapping et tout ce qui est préparation musculaire d'avant-match. Ouais. Donc ça peut être des massages actifs dynamiques, ça peut être de la préparation excentrique manuelle. Ouais. Ça peut même être de la thérapie manuelle, beaucoup de mobilité. Donc, on en a pour 35 minutes, c'est vraiment la partie la plus difficile. Je pense que c'est l'activité cardio du kiné en sélection à ce moment-là. Ça, c'est clair. Et ça se fait à deux, c'est ça? Vous êtes deux kinés à ce moment-là? Non, on est deux kinés pour préparer le vestiaire en amont. Donc, on part à peu près 1h30 avant que les joueurs arrivent. Ouais. Et puis, on se retrouve du coup à 4. Donc, pendant 35 minutes, on est 4. Et franchement, on n'est pas trop, parce que ça va très très vite. En fait, tu te rends compte qu'un kiné, globalement, on est 4, donc un kiné, il a entre 2 et 3 joueurs à préparer en avant-match. Et c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui demandent quand même des soins d'avant-match. Alors quand j'entends soins, c'est quand même beaucoup de mobilité, beaucoup de
de préactivation massage, mais aussi préactivation dynamique type travail excentrique manuel. Et ils ont leur routine. Tu vois, t'as l'habitude de, je sais pas, de voir tel joueur et à chaque fois de faire, je sais pas, de l'excentrique des ischios parce que tu sais que c'est ce qu'il aime bien, c'est ce qui lui fait du bien pour après s'échauffer et jouer. Ou à chaque fois ça, on va dire, ça change et ça s'adapte en fonction de ce que lui demande sur le moment. Non, ça change pas beaucoup parce que alors, on a un super groupe, c'est-à-dire que les joueurs sont capables de passer d'un kiné à l'autre. Ouais. Malgré tout, je dirais on est un peu sur des Formule 1, donc tu connais la sensibilité de chaque joueur et j'aime mes joueurs en avant-match. Ça marche un peu. On n'a même pas besoin de se parler. En fait, je sais ce qu'ils veulent. Ouais. Du coup, on a un vrai gain de temps avec ça. Si on a des routines, c'est qu'on les a déjà mises en place dans la semaine avant. C'est qu'on a travaillé déjà là-dessus. Donc, il y a toute une préparation en amont sur des routines d'échauffement dynamiques qui vont faire en autonomie. Et après, on a la partie soins manuels où on va avoir besoin de moi pour peut-être une simple mobilisation de cheville, juste de la mobilité de hanche. Mais globalement, on a clairement nos joueurs parce que malgré tout, ils préfèrent passer avec tel ou tel kiné par rapport à une tension de strap, par rapport à une façon de mobiliser. Même si t'es en galère et que dans le temps imparti, t'arrives pas à checker tous les joueurs, clairement, la mentalité en équipe de France, elle est top pour ça. Les joueurs peuvent passer avec l'un, avec l'autre. Mais malgré tout, on est carré. Avant le match, on a checké tous nos joueurs. On sait, lui va passer à telle heure, lui va suivre ce joueur, lui ça va être 5 minutes avant de partir. Bon, tout est rodé quand même. Top. Et pendant le match, c'est quoi votre rôle? Alors pendant le match, c'est pareil, on marche en binôme. Donc ça veut dire que le binôme qui fait le match, donc quand j'entends faire le match, ça veut dire que dans le binôme, tu as un kiné qui va être kiné de terrain, donc qui va être associé au doc et partir sur terrain. Ouais. Le second kiné du coup du binôme, lui, il va s'occuper du banc, s'occuper de l'hydratation, s'occuper de petits bobos ou autres pendant que si jamais il y a une intervention et que le kiné et le doc part sur terrain, on sait qu'on a le deuxième kiné qui est là en assistance. Ouais. Et puis on a un troisième kiné qui lui est vraiment là en secours. On va dire c'est lui qui va partir au vestiaire avec un joueur blessé s'il doit partir avec. Okay. Et puis enfin on a un quatrième kiné qui pour le coup lui est dans les tribunes. Ouais. Et en fait de plus en plus maintenant on a la possibilité d'avoir des images et des ralentis, des blessures. Ce qui fait que on peut revisionner en fait les chocs, les blessures, la façon dont ça s'était fait. Ouais. Et nous sur le terrain on peut avoir l'information plus rapidement. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on part sur le terrain, à l'oreillette on a aussi l'information du kiné tribune pour nous dire attention choc frontal. Bon voilà, tout un tas de petites informations qui peuvent nous permettre de gagner du temps sur la prise en charge parce qu'il faut quand même être rapide et efficace une fois arrivé près du joueur. C'est top. Et après le match, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça marche toujours par binôme? Qui c'est qui s'occupe de quoi et qui gère la récup? Alors après le match, globalement, je dirais là, il est plus question de binôme. Les 4 kinés retrouvent leur fonction normale. Ouais. Généralement, la récup au stade, elle dépend vraiment des joueurs. C'est pas toujours des choses qui sont forcément très EBP, mais t'as des joueurs qui voudront être étirés très rapidement après. T'as des joueurs qui voudront être massés dans la foulée même du match. Okay. T'as des joueurs qui vont aller au bain froid directement après. Voilà, je dirais que nous, notre rôle, il est surtout là pour être présent d'abord, insister malgré tout sur l'hydratation, sur éventuellement tout ce qui est boisson d'effort en récupération post-match. Et après, globalement, tu vas faire des soins individualisés, à la demande du joueur. Et le gros de la récupération va se passer le lendemain quand on va rentrer à l'hôtel ou à notre centre d'entraînement. Ok. Et à ce moment-là, vous faites quoi comme récup? Alors, quand on est généralement le lendemain, pour les 11 titulaires, on a un décrassage actif qui va être
selon plusieurs propositions, parce que encore une fois, quand on est avec des athlètes de ce niveau-là, ils ont leur routine. Et tu peux pas leur imposer des choses comme on souhaiterait le faire peut-être en rééducation ou autre. C'est des joueurs qui sont au haut niveau depuis un moment. Ils connaissent très bien leur corps. Ils le connaissent mieux que nous, petits kinés qui arrivons en sélection et qui avons entre guillemets envie de faire plein de choses parce que dans la littérature c'est comme ci, comme ça. Donc il y a des choses que j'affectionne et que j'aimerais faire parce que je fais. Je sais que la littérature va le mettre en avant. Après, je crois que une des grosses qualités d'avoir en sélection, c'est de savoir t'adapter aux joueurs. Si t'as pas cette capacité d'adaptation, ça va pas marcher. Donc typiquement, on a un décrassage actif. Soit on leur propose un petit footing, soit c'est un décrassage sur vélo en salle. Soit moi j'aime bien les emmener aussi en VTT, en forêt pour s'oxygéner un peu. Et puis tu as quelques joueurs qui vont pouvoir passer en massage de récupération, massage, étirement. Donc il y a vraiment une phase active et une phase un petit peu plus passive dans laquelle on va aller checker aussi. Il y a quand même beaucoup de coups et de chocs reçus lors d'un match. Donc il faut prendre ce temps sur cette phase où le joueur il est sur la table pour aller checker tout ce qui va pas. Parce que très clairement un choc, plus on va le prendre de façon précoce en main, mieux ce sera. Et c'est pas toujours le joueur qui va venir te voir pour te dire j'ai pris un coup, est-ce que tu peux regarder. Donc bien souvent même toi tu vas le voir après match et tu dis j'ai vu là tout à l'heure, donc demain on se voit avant que ça dégénère et que tu puisses plus enfiler ta chaussure dans 48 heures quoi. Donc c'est vraiment scindé une phase active et une phase passive sur table. Top. Et tout à l'heure, tu nous as évoqué justement un euro, une gestion d'une grande compétition. Pareil, comment vous organisez entre les kinés et le staff technique et le prépa physique sur ces longues compétitions? Alors très clairement, quand on parle longue compétition, déjà il y a deux phases. Il y a la phase de préparation qui dure généralement entre 15 jours et 3 semaines. C'est une phase entre guillemets où certains joueurs peuvent potentiellement arriver blessés puisqu'on a le temps de les remettre sur pied pour arriver à la compétition. Oui. Je parle pas de grosses blessures bien entendu, mais ça peut être des fins de lésions musculaires, ça peut être des déficits de déficits musculaires à combler, des petites choses comme ça, mais très clairement déjà de toute façon il y a un check qui va être fait, il y a une consultation médicale avant qu'ils arrivent. Okay. Et dans ces cas-là, sur ces phases de préparation, en tout cas moi j'ai davantage de rôle sur l'aspect rééducation et l'aspect réathlétisation pour ramener les joueurs. On va dire qu'une semaine avant le premier match, il faut que le joueur réintègre le groupe et soit avec le préparateur physique. Donc globalement, on marche peut-être encore en binôme parce qu'on a toujours des séances individuelles à faire sur ces phases de préparation là. Donc tu as un binôme qui va partir avec des joueurs blessés si je puis dire et un binôme qui va partir avec le groupe qui est à l'entraînement parce que là avec le groupe à l'entraînement, il faut quand même assurer ça peut être les routines, les préactivations, les échauffements dynamiques, balistiques avant entraînement. Il faut toujours de toute façon checker l'hydratation pendant l'entraînement. Faut toujours être dispo si t'as un strap qui va pas, si t'as une ampoule à checker juste avant parce qu'il a pas fait le nécessaire et puis il a mis ses chaussures, elles sont neuves et voilà. Il y a beaucoup de choses à faire sur le bord du terrain et il faut être rapide. Très clairement, c'est le maître mot. Faut être le plus rapide possible. Et puis après, on arrive en phase de compétition. Là, la phase de compétition, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des compétitions, mais typiquement l'Euro, comme l'année dernière, c'est beaucoup de changements d'hôtel, beaucoup de changements de terrain. Et là, du coup, faut imaginer qu'on balade sans cesse notre matériel d'hôtel en hôtel, de terrain d'entraînement en terrain d'entraînement. C'est quasiment 4 tonnes qu'on balade. On a quand même une grosse partie de manutention, il faut rien oublier. Donc là, à 4, on se répartit aussi le rôle. Il y en a qui sont responsables de la logistique, responsables de tel matériel, responsables des tables. Bon, t'as intérêt à être très carré, bien réparti, parce que sinon, t'oublies les choses. Et puis,
je dirais, dès que tu arrives dans un hôtel, dès que tu changes de lieu, malgré tout, il y a eu le voyage. Des fois, c'est des heures d'avion. Et du coup, il faut que tu te montres vite disponible pour les joueurs. Donc, la priorité, c'est d'aller vite installer la salle de soins, vite prendre en charge les joueurs qui vont avoir besoin. Et puis, de l'autre côté, tu as les 2 autres kinés qui vont vite aller préparer le centre d'entraînement parce que on va partir peut-être 2 ou 3 heures après au centre d'entraînement. Donc, on a une programmation qui est rodée, très peu de temps libre. C'est vraiment à la minute près. Donc, clairement, il faut que chaque kiné a son rôle et chaque kiné doit remplir son rôle à 100%. Ça, c'est clair. Et du coup, alors, tu nous as parlé de disponibilité, d'adaptabilité. Quelle autre qualité il faut pour bosser en équipe de France? En fait, je réponds souvent à cette question parce que je pense qu'on me la pose souvent. En tout cas, souvent les kinés me la posent, mais certainement pour pouvoir espérer un jour avoir la chance d'être à mon poste. Et je dirais franchement, en tant que kiné, le boulot de sélection, c'est souvent, je dis, c'est pas mal de bobologie, c'est pas mal de massage, d'étirement. C'est des choses assez classiques, si je puis dire, parce qu'on n'est pas dans un cœur de rééducation, parce que comme je disais tout à l'heure, on est normalement pas avec des joueurs blessés. Et je dirais que plus que des qualités techniques, c'est vraiment des qualités humaines il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter, savoir être disponible, savoir être discret malgré tout. Donc je crois que discrétion, disponibilité, être à l'écoute, et puis adaptation. Adaptation, c'est vraiment le maître mot pour moi parce que là pour le coup t'es en groupe. Donc évidemment on a parlé des kinés, mais il y a le préparateur physique, il y a le staff technique, il y a 3 entraîneurs. Il y a les intendants, il y a les gars de la vidéo, il y a les gars des réseaux sociaux. Donc quand tu vis en groupe comme ça et avec au milieu de tout ça entre 23 et 26 joueurs, c'est clairement des capacités d'adaptation. Franchement, c'est plus de la communication humaine qu'il faut avoir en qualité, pas vouloir imposer tes choses, être à l'écoute. Essayer de modifier des fois certaines choses, mais le faire petit à petit parce que tu peux pas arriver tout beau, tout neuf avec tes grands principes, que ce soit BP ou autre, et puis vouloir tout changer parce que c'est des gars qui sont déjà au haut niveau s'ils sont là, et ça fait pour quelques-uns beaucoup d'années qu'ils sont au niveau, ils se connaissent très bien. Donc toi, faut arriver à faire ton petit trou, t'adapter à eux. Et puis petit à petit leur apporter ce que tu as apporté. Et ça me fait penser à autre chose en qualité qu'il faut, je pense, savoir. Et je me suis remis en cause dès les premiers mois avec ça, c'est que quand tu arrives en sélection, forcément t'as peur de mal faire, et ça devient un handicap parce que si t'es là, c'est pour apporter le petit plus que t'as peut-être, en tout cas la petite prise de risque que je prends à Clairefontaine. Très clairement, quand j'ai une rééducation à faire, je sais que j'ai une prise de risque à prendre et que c'est souvent notre rôle que d'aller sur ce fil rouge et d'être du bon côté, mais de prendre le risque, d'assurer aux joueurs qu'en faisant ça, ça va marcher. Et si tu te contentes du coup de refaire quelque chose d'un peu routinier et de pas prendre le risque, je pense que tu emmèneras pas le 101% que tu dois emmener. Et je pense que ça, c'est peut-être une des qualités aussi à avoir que de prendre le risque. Ah, c'est génial. C'est génial. Et alors, tu as parlé de Clairefontaine, justement, par rapport au staff en équipe de France. Clairefontaine, c'est combien de kinés et là aussi, comment ça s'organise avec les prépas et tout ça? Alors, écoute, moi, ça fait de toute façon, ça fait bientôt 10 ans que je travaille avec Clairefontaine. Quand on a commencé, j'étais avec Hélène Ferchaud, on était 2 kinés. Et globalement, en fait, sur une journée, on s'occupait des sportifs de haut niveau, qui n'étaient pas encore de très haut niveau à l'époque. Et on s'occupait aussi, du coup, des jeunes qui sont en centre de formation et du pôle France féminin. Donc à l'époque, on était 2 kinés, un prépa, et puis il y avait 2 médecins dans la structure. Aujourd'hui, il y a 2 médecins, 2 préparateurs physiques, il y a 5 kinés temps plein
Ouais. et un kiné à mi-temps référent pour le pôle INF et pôle France féminin. Ouais. Très clairement, ce qui fait, je pense, la différence chez nous par rapport à d'autres centres, c'est qu'on a des prépas qui ont une grosse sensibilité médicale, parce que de toute façon, on partage les mêmes bureaux, on partage les mêmes joueurs, enfin, on partage la journée avec eux, et on est toujours main dans la main avec eux. Donc c'est presque plus des réathlétiseurs que des préparateurs physiques. Ouais. Mais c'est vraiment pas scindé. On est toujours main dans la main avec eux. Donc les 5 kinés qui sont à temps plein sont tous spécialisés dans la même chose. Là, pour le coup, on a tous les mêmes qualités, avec une expérience plus ou moins importante pour chacun d'entre nous. Et je dirais, ce qui fait surtout notre complémentarité, c'est qu'on a des sensibilités différentes, que ce soit par rapport à la littérature, par rapport aux soins manuels, par rapport aux tests qu'on peut être amené à faire, typiquement pour des tests RTP-LCA. Ouais. On va avoir des sensibilités différentes, et du coup, on va être peut-être spécifique plus ou moins selon ce qu'on va nous demander, mais c'est très clairement ce qui fait notre complémentarité au sein de l'équipe. Top. Et justement, alors quel rééduc vous prenez en charge? Est-ce que c'est que du membre bref? Est-ce que c'est que des footballeurs? Est-ce que c'est que du haut niveau, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et voilà, quelle pathologie vous voyez? Alors le centre médical de Clairefontaine, il est labellisé FIFA Center, donc par rapport à ça, on a quand même un certain cahier des charges par rapport au niveau sportif des joueurs qu'on va prendre en soin. Il est situé dans le Centre national du football à Clairefontaine, donc très clairement, on a toujours été très connoté prise en charge des footballeurs. Donc on va dire que sur mes 5-6 premières années à Clairefontaine, j'ai pris beaucoup de footballeurs en charge. Globalement, on demande à ce qu'ils aient un niveau professionnel. Je te dirais qu'il y a quelques années en arrière, il y avait peut-être encore un ou deux footballeurs de niveau régional. Aujourd'hui, très clairement, le centre, il est quasiment plein tout le temps. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie de prise en charge sur l'acceptation en soins à Clairefontaine, et que évidemment, on prend le sportif de haut niveau, donc le footballeur en priorité, avec Ligue 1, Ligue 2, nationale dans la hiérarchie. Et de plus en plus, et ça fait bien 3-4 ans, on a de plus en plus d'autres sportifs. Donc ça peut être des danseurs de l'opéra. On a eu beaucoup de filles du handball équipe de France féminin. On a eu des basketteurs. On a eu du rugbyman. Et puis très récemment, on a de plus en plus de sportifs qu'on partage avec l'INSEP. On a pu avoir Pascal Martineau-Lagarde, on a pu avoir Mathilde Degros sur le cyclisme sur piste féminin. Donc beaucoup de sports individuels maintenant. Je pense que on commence entre guillemets à semer ce qu'on a récolté en termes d'expertise par rapport à certaines pathologies. Et très récemment, on a aussi beaucoup travaillé avec la Fédération française de tennis qui a des soucis entre guillemets avec des pubalgies. Et comme on a développé une expertise là-dessus, on essaye d'échanger et d'interagir sur des pathologies pour partager nos savoirs et mettre en place des collaborations qui serviront, en tout cas j'espère, à beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est génial. Et justement, alors sur la pubalgie, comment vous bilantez? Qu'est-ce que vous faites en rééduc? Alors, la pubalgie, c'est mon petit bébé un peu. Ça fait des années que je travaille dessus. Et bizarrement, en fait, je pense que je travaille dessus parce que c'est peut-être elle qui m'a fait venir à Clairefontaine par l'anecdote que je te racontais tout à l'heure. Le pectiné. Et puis très clairement aussi parce que le fameux pectiné. Hein. Et puis très clairement aussi parce que je crois que c'est une pathologie qui est mal rééduquée la plupart du temps. Les kinés s'y intéressent pas trop parce qu'on pense qu'elle est difficile. Alors, je dis ça aujourd'hui parce que c'est des années que je travaille dessus, mais finalement, une fois qu'elle est bien compartimentée, bien diagnostiquée, je trouve qu'elle est plutôt facile à rééduquer aujourd'hui. Mais bon, on va dire que j'en ai beaucoup mangé à Clairefontaine.
Et je crois que la clé de la pubalgie aussi, c'est très clairement le diagnostic de base. Ouais. Si les choses elles sont pas bien classifiées à la base, on va s'éparpiller sur le soin, on va pas traiter la bonne structure et on est sur l'échec. Et le fait qu'on la prenne pas comme un syndrome du carrefour pubien et qu'on veuille absolument la traiter de manière isolée entre adducteur, symphyse ou paroi, je crois aussi que c'est une erreur à la base. Même si moi dans les protocoles qu'on a mis en place à Clairefontaine, je vais avoir une rééducation très segmentarisée au début pour isoler, mais qui va petit à petit être beaucoup plus globale parce qu'il faut vraiment l'avoir comme un carrefour pubien et refaire. Je dis souvent qu'il faut remettre les pièces du puzzle ensemble et reconstituer l'ensemble et qu'on va finalement façonner chaque pièce pour à la fin rééduquer l'ensemble et pas faire une rééducation qui soit segmentaire. C'est top. Et est-ce que vous avez justement, entre le bilan, la rééduque, est-ce que vous avez des critères de retour au sport pour la pubalgie en particulier? Alors très clairement, le bilan de la pubalgie, il est très simple parce qu'on va de toute façon d'abord chercher un joueur, s'il vient te voir pour une pubalgie, c'est qu'il a mal. Et très clairement, c'est souvent entre guillemets trop tard, mais la pubalgie, ça reste une pathologie très insidieuse et que au moment où le joueur va venir te voir, c'est que la douleur est installée. Donc ça veut dire que tout le désordre structurel, biomécanique, etc., il est déjà là. Donc sur le bilan, on va faire un bilan, je dirais, assez classique de recherche de symptomatologie douloureuse par rapport à des tests musculaires, à des tests articulaires. Donc rien de nouveau, si ce n'est qu'un bilan auquel je tiens beaucoup, c'est tout ce qui est de bilan au niveau du transverse, bilan de la mobilité thoracique, de la mobilité lombaire, et je viens d'en parler dans la rééducation, c'est d'avoir un bilan qui soit déjà assez large, parce qu'on sait qu'il va falloir rééduquer de façon plurisegmentaire les choses. Et du coup, ce qu'on a mis en place surtout, c'est d'avoir un protocole de rééducation qui soit un socle commun à l'ensemble des pubalgies. C'est-à-dire que tous les patients atteints d'une pubalgie, qu'elle soit de forme prédominante adducteur, pariéto-abdominal ou symphysaire, vont devoir déjà retravailler le FIRST PTR. Donc c'est le socle commun qu'on a mis en place à Clairefontaine. Donc c'est une vraie base de rééducation. Et associé à cette base de rééducation, on a le 11 part. Et je dirais le 11 part, c'est les 11 outils qui vont nous permettre de remettre le joueur sur le terrain. Et c'est dans ces 11 outils qu'on va individualiser la prise en charge. Oui. Et globalement, aujourd'hui, en plus, on parle de RTP pour tout. Et je trouve que c'est pas forcément cohérent de parler de RTP pubalgie, RTP LCA, RTP ischio. Oui. Parce que dans la cohérence de notre prise en charge, on a validé normalement tes étapes. Et nous, ce qu'on veut à la fin, c'est que le joueur de foot, il soit capable de jouer au foot. Donc, il peut y avoir des petites spécificités LCA, pubalgie, mais la globalité finalement du RTP, c'est de tester sa capacité à réintégrer un groupe, donc que ce soit dans le foot, dans le rugby ou dans un sport individuel. Et donc, construire un RTP pubalgie, je dirais que c'est encore difficile et je trouve que c'est pas forcément encore cohérent. On pourrait mettre des tests spécifiques pubalgie. Mais la finalité de tout ça, c'est que de toute façon, le joueur, il reprenne le jeu et l'entraînement en groupe. Donc, c'est spécifique sport, je dirais, plus que spécifique pathologie. Et en plus, c'est le truc que j'aime bien défendre, mais ça m'ennuie toujours qu'on parle de RTP rattaché à la pathologie, parce que la finalité du RTP, c'est qu'il n'y ait plus de pathologie. Donc, je conçois que ce soit une sorte d'échelle pour essayer de valider et de se dire, tiens, on a un scoring qui a tant, donc t'es pas prêt pour. Mais nous, la finalité des choses, c'est de plus parler de pathologie. Il est prêt, c'est un joueur à part entière dans le groupe et c'est parti, on repart. Oui. Ah, c'est génial. Et alors, critères de retour au sport post LCA. Et retour au sport et retour au foot en l'occurrence, qu'est-ce que vous regardez? Alors c'est vrai que on en parle de plus en plus. On avait commencé à travailler beaucoup avec le CASTART
Ça, c'était il y a 2-3 ans parce qu'on avait travaillé un peu en collaboration avec Lyon. Santi, ouais. Oui, avec Santi, exactement. Parce que c'est vrai que Bertrand Cédricotet nous envoie énormément de joueurs en rééducation. C'est un chirurgien avec lequel on a très bonne relation à Clairefontaine. Du coup, on travaille vraiment main dans la main sur beaucoup de joueurs. Donc, on a commencé à travailler avec Santi sur le Castart, à les faire. Même si avant le Castart, évidemment, on n'attendait pas qu'émergent des critères de RTP pour pouvoir remettre nos joueurs à l'activité. Donc, à la base et de tout temps, on avait fait les tests isocinétiques pour valider de toute façon un déficit musculaire ou pas. Des tests fonctionnels qu'on mettait déjà en place, donc c'était souvent des tests de saut. Et après, une part de critères RTP qui est difficile à mettre en place aujourd'hui, mais il y avait malgré tout, nous on a les joueurs pendant longtemps, on les a minimum 15 jours, 3 semaines avec nous, tous les jours, 6 heures par jour. Donc on a un critère de subjectivité et de qualitatif qui est très important pour nous parce qu'on suit le joueur. Donc ça, évidemment, c'est un critère qu'on peut pas mettre si on fait du one shot dans un RTP. Mais c'était un des critères qui nous intéressait peut-être le plus parce que ça nous permettait de voir surtout l'évolution du joueur. Donc maintenant, aujourd'hui, surtout, on a mis en place le Eleven to Perf. Donc c'est une batterie de tests très spécifique footballeur où du coup on va retrouver le test ISO, on va retrouver la CLRSI. Donc il y a des critères psychologiques, il y a une consultation avec le psychologue. On va retrouver des tests sur plateforme avec du CMJ. On va retrouver des tests sur le terrain avec des simulations de match. Ouais. Donc globalement, le Eleven to Perf, il est très étendu pour s'approcher au plus près de la reprise groupe, même si on n'y est pas encore parce qu'on sait très bien que le contexte environnement groupe avec adversaires, avec partenaires, ballons, etc. il est encore différent. Mais en tout cas, on essaye aujourd'hui de se rapprocher au plus près pour le LCA et pour le footballeur avec le Eleven to Perf de tous ces critères-là. Donc il y a un Eleven to Perf spécifique football. On en a mis en place aussi un spécifique basket. On est en train de travailler dessus pour le tennis. Donc voilà, c'est beaucoup de critères avec je dirais une équipe pluridisciplinaire qui va tourner autour du joueur. Et pour le basket du coup, tu vas devoir faire un 5 to perf? Pour le basket, non, parce qu'en fait, c'est le Eleven to Perf, il est en rapport aux 11 tests qui sont mis en place pour valider les critères de retour RTP. Donc, il est pas mis en place par rapport au nombre de joueurs sur le terrain, mais effectivement, ça aurait été un beau clin d'œil. Et ça fait un beau... Mais bon, 5 tests pour le basket suffiront pas. Ouais, c'est pas beaucoup. Et puis, mon problème, c'est que quand on va arriver au tennis, il va falloir que je choisisse vraiment bien le test qu'on va faire. C'est clair. Non, c'est top. Et Guillaume, alors est-ce que tu peux nous expliquer une journée ou une semaine type? Tu vois, qu'est-ce que tu fais à Clairefontaine? Comment tu organises ta journée? Alors, très clairement, globalement, les joueurs, on les a en soins entre 9h et 17h. Okay. Moi, je vais arriver avant, vers 8h, 8h30. Moi, je vais d'abord préparer ma journée parce que une des choses importantes, c'est que, alors je t'ai parlé évidemment du protocole First PTR ou du protocole critère RTP Eleven to Perf, mais notre éducation, elle est finalement très peu protocolisée parce qu'elle est très individualisée. C'est-à-dire que un kiné va globalement avoir en soin entre 3 et 4 joueurs par jour. Oui. Donc, chaque matin, le kiné va préparer les séances de chacun des joueurs. Oui. Et puis, il faut qu'on tienne aussi compte de ce que chacun va faire par rapport à l'utilisation des machines, à l'utilisation des préparateurs physiques, etc. Donc, les joueurs sont là entre 9h et midi et demi, et puis entre 14h et 17h. Et moi, je prépare en fait mes journées entre 8h et 9h avec, ça va être si on doit les détailler, il va y avoir du renforcement spécifique à sa pathologie, du renforcement bas du corps, il va y avoir du core training, du renforcement haut du corps,
Il va y avoir une phase isocinétique, il peut y avoir une phase BFR, électrostime. Bon, il y a énormément de choses. On va pas tout faire tous les jours. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une idée de la charge du travail, de quantifier la charge du travail à la semaine et à la journée, et de quantifier cette charge au ressenti de ton patient le matin et à la petite communication que tu vas avoir avec lui avant de commencer ta journée. Ouais. Et comment vous le faites ça? Donc c'est juste une discussion ou tu prends des données autres via un questionnaire ou quoi? Alors, moi, j'attache énormément d'importance à la communication avec son joueur. Donc, sauf qu'elle est pas quantifiable. Et du coup, la fédération avait mis en place une application qui nous permettait de quantifier, avec. Alors, c'est un scoring en fait qui nous permettait de quantifier l'état de forme du joueur sur la journée et sur la semaine. Cette quantification, elle se faisait, en fait, ça avait un questionnaire à remplir à raison de 3 à 4 fois par jour. Okay. Ce qui fait que le lendemain matin, et ça c'est les préparateurs physiques qui s'en occupent la plupart du temps, et le lendemain matin, les préparateurs physiques vont nous montrer un scoring par rapport aux joueurs qu'on a, avec un code couleur. Et par rapport à ce scoring, du coup, je dirais que c'est là que moi j'interviens pour communiquer avec le joueur, savoir comment il a bien dormi, comment il sent, est-ce qu'il a mal quelque part, est-ce qu'il est confiant, des angoisses. Bon, une communication qui est quand même assez importante, qui souvent correspond au temps de soins ou au temps de déverrouillage du matin. Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'être mobilisés le matin pour commencer leur journée. Et donc, du coup, après, on fait un parallèle entre ce scoring quantifié et puis, je dirais, cette appréciation subjective que tu as pu avoir avec ton joueur. Ouais. D'accord, top. Et donc ça, c'est hyper important parce que dans la quantification de charge de ta journée, c'est un élément primordial. Jamais je vais fonctionner à me dire j'ai prévu ça, donc je fais ça. Ouais, il est essentiel aussi pour moi qu'on soit en compliance parfaite avec le joueur. Si je sens que le joueur il veut pas y aller, qu'il est pas prêt, je vais pas forcer. Je vais forcer quand je sens qu'il peut et que je sais que c'est qu'un impact entre guillemets, qu'il y a un blocage psychologique ou une appréhension. Si physiquement il s'y sent pas, on force pas. Donc c'est beaucoup de communication quand même. Top. Et Guillaume, est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré pour arriver à ce parcours ou des mentors? Je sais pas si des gens m'ont vraiment inspiré. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la relation avec le joueur. Moi, je marche beaucoup à la psychologie, et d'ailleurs, c'est un regret que j'ai sur les études qu'on a en kiné. On n'est absolument pas formé à ça. Ouais. Et moi, je pense que ma façon de pratiquer, elle est énormément basée sur la communication et sur le positivisme avec le joueur. Je suis souvent dans un discours motivant, ou en tout cas à essayer d'expliquer, d'aller de l'avant, à essayer de croire moi déjà en ce que je vais lui faire, parce que sinon je sais très bien que lui va pas pouvoir y croire. Et je dirais que dans ces croyances-là, j'aime bien la psychologue Myriam Salmi. Ouais. C'est une psychologue qui bosse à l'INSEP, qui s'est beaucoup occupée de Teddy Riner, et qui avait notamment écrit un livre qui s'appelait, Croire en ses rêves, trouver son chemin. Et elle, j'aime beaucoup, parce qu'à un moment, elle disait que si on considérait pas, en fait, que si on ne se considère pas parfait, ce qui est normalement le propre de l'humain, que à partir du moment en fait où tu distinguais ou tu identifiais tes failles et que tu décidais de travailler dessus, c'était comme ça que tu pouvais développer d'autres forces. Et alors, Guillaume, moi je travaille vraiment beaucoup sur cet aspect mental. Ouais. Alors, tu vois, on est formé à Aliane depuis 2 ans. Tous les kinés sont formés à Aliane à Clairefontaine. Donc c'est de la reprogrammation motrice. Et c'est vrai, quand on a fait la formation, j'avais le sentiment que c'était... alors c'est vrai qu'à Aliane, il y a des sons de basse fréquence et tout ça, donc il y a un matériel à côté. Mais j'avais le sentiment que déjà dans notre discours, on était déjà dans cette sensibilité-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup.
Et puis après, pour être plus terre à terre entre guillemets, il y a un des auteurs que j'aime bien, c'est Enda King. Ouais. Peut-être aussi parce que j'ai l'impression d'être un peu dans le même parcours, même si, comme je disais, je suis pas dans l'âme un sport scientist. Et c'est ce qui fait la richesse de Clairefontaine, c'est que même si tu l'es pas, tu dois y être quand même. Et en fait, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice par rapport à la sensibilité qu'on a par rapport à ça. Moi, je suis beaucoup plus kiné manuel, kiné terrain. Mais comme je travaille à Clairefontaine et en compagnie de collègues comme Maxime Gaspard, qui a une fibre scientifique beaucoup plus développée que moi, on a une vraie richesse par rapport à ça. Donc forcément, on est tous à se tirer vers le haut tout le temps. On partage beaucoup d'informations. Et comme je disais, la pubalgie, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc j'ai beaucoup lu de choses sur Enda King. Et il a finalement un parcours qui est assez similaire au mien, parce que moi, si j'ai deux pathologies qui me collent à la peau aujourd'hui, c'est la pubalgie et le LCA. Et typiquement, je me retrouve bien dans son parcours. Il travaille dans un centre FIFA. Voilà, donc globalement, c'est peut-être un des auteurs que j'apprécie le plus aussi. Ouais, top. Et comme livre que tu peux nous conseiller, que tu as lu ou que voilà, qui t'ont plu et qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous en citer? Alors franchement, je lis peu de livres sur performance et tout ça, parce que j'attache beaucoup d'importance à ma vie de famille, et que généralement quand je lis, je m'évade sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Mais il y a quand même un livre qui m'a marqué, parce que je trouve aussi que c'est une faille de nos études de kiné. C'est tout ce qui concerne le renforcement musculaire, donc tout ce qui est tous les livres de Brad Schoenfeld. Ça, c'est des livres qui m'ont marqué, parce que je trouve que quand j'ai lu ces tomes, c'est un livre qui m'a permis de connecter, de faire mes liens entre la rééducation et le musculaire. Et je trouve qu'on a des vraies failles sur le renforcement musculaire en kiné. Et que finalement, même si c'est quelque chose qu'on a peut-être laissé au préparateur physique, sauf qu'on est peut-être nous plus à même d'avoir cette sensibilité médicale sur le renforcement musculaire, et le fait d'avoir lu les livres de Brad Schoenfeld, ça m'a vraiment permis de faire les liens, de tout reconnecter, de comprendre beaucoup de choses sur ce que j'allais mettre en place, notamment sur l'isocinétisme. Donc très clairement, c'est une lecture qui m'a marqué, c'est clair. Ah, c'est top. Et alors Guillaume, pour terminer, si voilà, il y en a qui ont des questions à poser ou voilà, est-ce que tu as un ou des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif, et où c'est qu'on peut te contacter? Alors globalement, sur les réseaux sociaux du centre médical de Clairefontaine, c'est vrai que tous les kinés peuvent y répondre, et je peux y répondre personnellement. Mais sinon, j'ai tout simplement l'adresse mail de la fédération, où c'est gvassou@fff.fr. Donc voilà, c'est assez simple. Donc c'est gva2sout@fff.fr. Je suis pas le plus rapide en communication, mais généralement je réponds quand même à l'ensemble. Pas dans la minute, parce que évidemment l'emploi du temps il est très chargé entre la sélection et le centre médical. Mais la plupart du temps, je trouve toujours un moyen de répondre. Il n'y a pas de problème. Top. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très très bien. Et c'est vraiment une chance pour moi d'avoir pu faire cette interview avec toi et de pouvoir partager cette expérience entre guillemets privilégiée que je peux vivre. Ça me permet, comme je dis souvent en plus aux autres, de nous rendre compte du privilège qu'on a quand on travaille à Clairefontaine ou avec l'équipe de France, et de savoir en tout cas apprécier et vivre chaque moment tous les jours à 100%, parce que je me suis surpris par le passé à voir que tu rentres dans certaines routines, et quand on évolue dans ces milieux-là, on n'a pas le droit. Il faut toujours s'en rappeler, et toujours se rappeler d'où on vient pour ça, c'est clair. Ah, c'est top. Top. Merci beaucoup. À une prochaine peut-être. Avec plaisir.
Super. Allez, à bientôt. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.